Quand j'ai choisi le titre de cette communication, je répondais à une intuition fondée à la fois sur l'œuvre littéraire d'Hervé Guibert et sur une pratique photographique pour le moins singulière, puisque son auteur ne la mettait pas au même niveau que le travail de l'écriture, mais par son intermédiaire, on conservait la fabrique existentielle. Il faut dire qu'Hervé Guibert, né en 1955, se sent très jeune hanté par le sentiment d'une finitude à venir, et ce, bien avant de connaître sa séropositivité au cours de l'année 88, puis de trouver la mort en décembre 91. D'où le recours à un geste photographique dont la captation sensible lui permet dès la fin de l'adolescence de garder une trace poétique de ce qu'il est en train de vivre, ou mieux d'écrire, à l'appui de ce qui l'environne, et notamment de ce que sa légataire universelle nomme aujourd'hui avec justesse, je cite, le monde iconographique d'Hervé. Donc, j'aborde ma première partie, justement centrée sur le monde iconographique d'Hervé, avec un premier point, un monde iconographique entre image de soi et testament littéraire. Ce monde iconographique que l'on peut découvrir en partie dans la photographie intitulée « La bibliothèque », Hervé Guibert semblait y tenir à ce point qu'il rédigeait régulièrement ses dernières volontés, dans lesquelles, outre des instructions concernant sa correspondance, son journal et ses manuscrits, est mentionné le souhait de laisser un souvenir à ceux qu'il aime et de destiner certaines images à quelques amis. Or, s'il était collectionneur de peintures, comme il le mentionne dans L'homme au chapeau rouge, l'écrivain conservait également des photographies signées, données en cadeau par Henri Cartier-Bresson, Bernard Faucon, Joan Michals. Il conservait aussi des clichés photographiques réalisés par ses proches ou par lui-même, mais encore de multiples reproductions d'œuvres phares au format de cartes postales, souvent envoyées par des connaissances, et parmi lesquelles on reconnaît les travaux de Rembrandt, Watteau, Courbet ou d'autres connus et moins connus. Ainsi prenait place, sur les rayons de sa bibliothèque, bien souvent sur son bureau, mais encore répartis dans l'espace intime à Paris, à l'île d'Elbe, à la Villa Médicis et parfois à l'hôtel, tout un monde visuel, à la fois vécu et relevant du musée imaginaire, monde aujourd'hui dispersé parce que donné ou vendu aux enchères, hormis une poignée de documents conservés à l'Institut des mémoires et éditions contemporaines et qui n'ont pas trouvé preneur, peut-être du fait de leur portée symbolique, par exemple les images pieuses ou les reproductions de gravures liées à la vie des aveugles, ou parce qu'elles sont redondantes pour ses ayants droit quand il s'agit de photographies éparses de l'enfance ou de l'adolescence, ou enfin parce qu'elles n'ont pas de valeur marchande, même de valeur intrinsèque, comme en témoignent les coupures de presse généralistes sur les trous noirs qui ont servi pour élaborer un scénario non réalisé. Force est donc de constater, concernant Hervé Guibert, une évidente dispersion des iconographies qui lui étaient chères, dispersion qu'il avait lui-même projetée dès 1978, comme l'indiquent ses carnets, et dont il a pleinement pris la mesure en 1984, peu après la disparition de son ami Michel Foucault, précisément au moment où lui est demandé de photographier l'appartement du philosophe, alors en cours de passation. Autre point, un auteur en quête de soi. Mais au-delà du fait de se soucier du devenir de ses documents et objets personnels, il y a chez Guibert un besoin viscéral d'interroger sa propre image et une volonté de trier et de retenir ce qui lui convient. D'où le souhait, dans un premier temps, d'isoler certains clichés d'enfance et d'écrire à propos d'eux, notamment dans son journal, qui est à la source de tous ses livres, et selon lui, je cite, « la vérité documentaire du moi ». D'où également, alors qu'il commence à pratiquer la photographie et à réaliser portraits et autoportraits, une tendance accrue à cadrer son espace personnel, ses temps de lecture et sa et sa table d'écrivain. Voilà. Existe ainsi chez cet auteur un effort pour relier le travail de l'écriture, non seulement un intérêt pour la photographie, sur laquelle il écrit pour le journal Le Monde dès 1977, mais encore à une pratique photographique qui, en dépit de ce qu'il affirme, s'inscrit rapidement dans une production qui n'est plus tout à fait celle d'un amateur, puisque dès 1979, 2 ans après la parution de son premier livre, il expose chez Agathe Gaillard et qu'il édite un roman photo, Suzanne et Louise, en 1980.
Revenons cependant à la volonté d'Hervé Guibert de trier les souvenirs de son enfance, car ce geste, évoqué dans son journal, part de l'intention de travailler un ouvrage questionnant la photographie dans ses rapports à l'existence, ouvrage pour lequel il a déjà trouvé un titre, L'image fantôme. Or, en détaillant le contenu du carton à photo de ses parents, il constate, non sans trouble, que la plupart des photographies qu'il a sous les yeux ne correspondent pas à ses souvenirs. Surtout, il découvre une série d'images où sa figure d'enfant lui est insupportable, tant sur le plan narcissique qu'au niveau de la réification que la photographie opère, dont la prise de vue est vécue, selon ses mots, comme une violence parentale sadique. Il déchire donc aussitôt l'ensemble de ces clichés, tout comme il détruit quelques années plus tard donc l'ensemble de ces négatifs, les négatifs de son adolescence. Et il ne conserve que quelques tirages importants de ces négatifs, en particulier un autoportrait des années 70, qui apparaît de manière récurrente dans plusieurs installations photographiques de la décennie suivante. De cet autoportrait émane une certaine gravité. Hervé se tient de 3/4 devant l'objectif, une écharpe de poète autour du cou, le visage en partie inondé de lumière, tandis que le regard se retire au seuil d'une intériorité hors d'atteinte. Parce qu'il choisit une image de lui-même où, par-delà la belle apparence, il se retrouve dans toute sa complexité et son insaisissabilité, Hervé Guibert souligne ainsi ce qu'il cherche déjà dans le théâtre et l'écriture, mais surtout, il indique qu'être auteur, c'est faire un choix, quitte à se séparer des images qui ne sont pas justes, ou qui encombrent, ou qui font mal, exactement de la même façon qu'on rature un manuscrit. On peut certes entrevoir dans ce choix une forme de contrôle de l'image de soi, au profit d'une représentation projective, mettant en scène la figure de l'artiste, comme le montrent explicitement des recherches photographiques inspirées du peintre Rembrandt, dont Guibert collectionne les autoportraits les plus forts auxquels il s'identifie et en lesquels il dit délimiter son image posthume. Se joue cependant ici une réflexion beaucoup plus large, dont la photographie est autant un support iconographique à plusieurs dimensions, un art puissance 2, pour le dire avec François Soulage, qu'un processus créatif visant à rejoindre l'acte d'écrire. Il semble même qu'elle en soit la mémoire vivante, autant que la trace mortifère et le devenir. Il semble aussi que par son geste, Guibert soit en mesure d'élaborer un testament artistique et autobiographique, ouvrant le chemin d'un « je » à un « il », ainsi qu'il se plaît à l'énoncer. L'expérimentation d'un « qui suis-je » affirme de la sorte la possibilité d'un dépassement de soi au profit d'une ligne de fiction et d'un devenir autre, au-delà de la mort à venir. Dans cette perspective, Guibert choisit le fantôme de lui-même qui lui survivra. Il en dresse le visage éternel, alors que sa condamnation prochaine, pour l'instant, il ne la connaît pas. Mais comment, à partir d'un monde imaginaire, la figure de l'auteur se construit-elle? Quels en sont les dispositifs et les outils? En quoi la pratique photographique participe-t-elle à la mise au jour de la fabrique de l'écriture et en accompagne-t-elle l'argument, de même que le testament littéraire? Tels sont les enjeux qui demandent maintenant à être creusés, selon, nous semble-t-il, 3 attitudes, 3 lignes de fuite, 3 cheminements à entrelacer. Donc j'arrive à ma seconde partie et à une première direction que je propose, afficher et disposer. Entrons donc dans les lieux de vie d'Hervé Guibert, à propos desquels il est important de mentionner une attention portée à l'affichage et à la disposition des images qui provient de l'enfance. Ainsi se souvient-il dans son livre « Mes parents » de l'exposition dans l'appartement familial, je cite, de reproductions arrachées à des pages de magazines et notamment du cri de Munch qui le terrorise. Il indique aussi comment très jeune, il est sensible à l'étalage des vitrines de librairie ou de cinéma, où il repère des figures qui l'impressionnent, ou lui sont aimables, telles celles de l'acteur Terence Stamp à l'affiche du Théorème de Pasolini, dont le visage l'accompagne tout au long de sa vie. À cela s'ajoute, dès la petite enfance, une véritable adoration des bons points illustrés qui sont distribués à l'école, comme des étiquettes publicitaires insérées dans les plaquettes de beurre des années 50, qui offrent à ses yeux émerveillés une imagerie fantastique, percée de mythologies et d'histoires diverses et variées. Mais le plus intéressant est cette fois le mode de présentation à plat de ce type d'image,
ça vient, je vais vous montrer après, qui sont sujettes à collection ou prennent place sous le verre du bureau, précisément là où sont exposées les iconographies qui lui sont les plus précieuses, et ce, jusqu'à la fin de l'adolescence. On comprend dès lors que le jeune adulte Hervé Guibert reconduise dans un espace qui lui est propre, à la fois un mode d'affichage vertical et une présentation à plat, sans doute plus discrète, mais néanmoins décelable, comme le montrent les larges plateaux médians de sa bibliothèque, prévus pour ouvrir des albums ou déposer et isoler des images à partir desquelles travailler. On voit aussi qu'il lui arrive de présenter des reproductions ou des clichés sur son lit ou son canapé, à la surface de l'assise d'une chaise, voire à même le sol, sur un tapis ou encore au pied de ses étagères. Mu par la nécessité de l'écriture, s'organise également pour lui sur le bureau un dispositif intermédiaire destiné à être balayé du regard vers la droite. Sont ainsi positionnés documents, photographies et cartes, à la fois à plat et à portée de la main, ou encore placés à la verticale, dressés sur des socles et adossés à une lampe en équilibre. À l'évidence, l'affichage guibertien se situe bien au-delà d'une propension à la décoration et au fétichisme des images, tant sa dynamique engage le fait d'organiser un espace de travail et de littéralement mettre la table, au sens où l'entend Georges Didier Huberman, quand il analyse le fait de, je cite, se doter d'une table pour recueillir la gerbe des multiplicités figurales qui attendent d'être vues, afin de donner à lire ce qui n'a jamais été écrit. D'où l'intérêt de remarquer encore, avec ce penseur et en vertu de l'étymologie des mots, que Michel Foucault se refusait de faire une distinction entre table et tableau. Or, pour Guibert, cela passe manifestement par la mise en place matérielle de phares iconographiques, tout comme par l'écriture de tables, tables de sujets dits bizarres, tables de personnages de scénarios et de récits ou de romans, mais cela passe aussi par la pratique de la photographie, qui d'une certaine manière constate que la table est dressée et qui la dresse à son tour en opérant un jeu d'indices ou de pistes dont nous n'avons pas nécessairement toutes les clés. S'il nous faut donc accepter, à propos du monde iconographique d'Hervé, nombre d'éclipses et d'ellipses, de repentirs escamotés, de déchirures existentielles et de destructions matérielles comme de disparitions prévues et imprévues, il s'avère que des gestes survivent au cœur d'un espace intime qui est aussi un atelier créatif pris à témoin, atelier qu'il semble avoir eu à cœur de transmettre entre écriture et photographie, au-delà de lui-même et de ses réticences. Deuxième direction proposée, scène de l'existence et scénographie de l'intime, visions et visées de l'atelier littéraire. Revenons donc à l'espace intime d'Hervé Guibert, dont les scènes hantent ses écrits et ses photographies parallèlement à un travail quotidien de la pensée, où quel que soit le lieu de résidence, la vue des tableaux et des images est essentielle, puisque leur présence assure un passage entre réalité vécue et imagination. Encore, s'agit-il de s'interroger sur le rôle que joue la captation photographique dans la révélation de l'atelier littéraire. En effet, si à regarder ces images, on peut présumer une certaine spontanéité de prise de vue des différents appartements habités, dont la table, le canapé, les murs et les miroirs sont parsemés de feuillets d'écriture ou d'images en vertu d'une disposition qui ne semble pas toujours calculée, il y a tout de même chez Guibert, et cela de longue date, en raison de son passage au musée Grévin, de ses portraits de célébrités, un goût évident pour le décor et la mise en scène, appréhendé depuis les cours de théâtre de l'adolescence et poursuivi par l'écriture de scénarios. À cela s'ajoute sa participation régulière aux installations photographiques de Bernard Faucon, qui mobilise des scénographies très précises dans le but de réaliser des images dont la poétique lui est voisine. Il semble donc, et nous en formulons ici l'hypothèse, que Guibert opère un va-et-vient entre une vision naturelle et spontanée de l'existence et la visée d'un arrangement imagé qui n'est pas seulement délimité par le cadre photographique, mais est en partie motivé par une tendance à articuler le désordre des notes, des cartes postales, de la bibliothèque ou du bureau. Désordre sans doute existant, mais qui est somme toute étudié, mesuré, repensé, en fonction des distributions de lumière et de la mise au point. Un double mouvement serait donc à l'œuvre
dans des photographies qui relèvent autant d'un recueil affectif du quotidien que d'une volonté de prendre la main par un travail visant à rassembler, ordonner ce vécu avec la distance du témoin. En ressort une oscillation entre une aptitude poétique et une attitude poïétique, ainsi entre le saisissement sensible des êtres et des choses du monde et l'élaboration d'une réflexion conceptualisée, réflexion qui, en désignant son auteur comme sujet, le projette dans une autre dimension. Nous voilà donc à la troisième direction possible, identification et mise en abîme, un soi entre vérité et autofiction. Il est alors tentant d'espérer faire le lien entre les iconographies d'un musée imaginaire, où voisinent des pièces aussi éparses que le portrait de Boris et Alexandre Pasternak par leur père, l'autoportrait de Courbet en homme blessé, le fameux Bonaparte au pont d'Arcole, c'était une image précédente, mais c'est pas grave, et une estampe figurant des éléphants. Mais cette installation disparate n'a de sens que dans la mesure où elle repose sur la vie d'Hervé Guibert, à savoir sur ses actes, ses attirances, ses désirs, ses souvenirs, lesquels soutiennent un processus d'identification qui se focalise sur quelques images signifiantes, dont l'accompagnement au quotidien de l'écriture vise à construire un portrait en creux à l'orée d'une dramaturgie personnelle qui s'incarne dans l'œuvre littéraire. Or ici, la photographie joue un rôle central, puisqu'outre une fonction de témoignage, elle ancre la fabrique de l'écriture et en révèle les outils. Comment, en effet, interpréter au fur et à mesure des années l'insistance des prises de vue concernant la bibliothèque, avec la nécessaire proximité des livres, tout comme l'observation minutieuse de la table de travail avec ses manuscrits, sa machine à écrire, ses ouvrages illustrés, ses feuillets, ses crayons, encre et stylo, gomme, colle et ciseaux, et ses documents iconographiques, voire les tableaux et figurines miniatures qui parfois s'y installent, si ce n'est pour, à l'aide de ces indices, exprimer un labeur d'écrivain, cela de la même façon que Guibert le détaille dans son journal intime et quitte à en décrire la difficulté et le blocage. Par la photographie est donc installé un autoportrait mental qui s'adresse à un lecteur potentiel. Il y a là un paradoxe lié au caractère documentaire et donc métonymique de la prise de vue qui s'avère contourné par un dispositif de mise en abîme dont les emboîtements et les relais aboutissent à un espace métaphorique et fictionnel. Ce dispositif, Guibert en a préalablement rencontré le principe dans la lecture de Proust, puis au travers des analyses de Michel Foucault, notamment en ce qui concerne les Ménines de Velázquez dans Les mots et les choses, mais aussi grâce à la réflexion menée par le philosophe dans la Bibliothèque fantastique, qui, partant de l'expérience de Flaubert, répond à la dynamique suivante, je cite, « Ce sont des mots déjà dits, des recensions exactes, des masses d'informations minuscules, d'infimes parcelles de monuments et des reproductions de reproductions qui portent dans l'expérience moderne les pouvoirs de l'impossible. » Or, cet impossible, pour Michel Foucault, à l'appui de la peinture ou de l'écriture, est de toucher voir les rapports abstraits qui se tissent entre les personnes, les situations, les choses et les phénomènes du monde. Il remarque que cela s'opère au plus près du réel et selon un langage, une manière ou un style direct qui est la condition, je cite, d'une apparition de la visibilité de l'invisible, ou pour le dire autrement, du figural. Mais pour que la vision du lecteur soit haptique, tentatrice, dit Foucault, un dispositif particulier est nécessaire qui, en dédoublant les scènes à l'intérieur d'un même cadre, permet de l'assimiler à une figure qui observe et qui, prise à témoin, est, je cite, censée assister au drame. Ainsi, quand Hervé Guibert joue avec les perspectives pour nous faire entrer dans son espace intime, exactement comme si notre corps était plongé dans le constat d'une journée d'écriture, quand il capte à la fois son reflet et son ombre dont la double apparition irradie le centre de l'image, il ne fait pas autre chose que d'emmener notre regard à en toucher la surface et à tenter d'y entrer, au fin de voyager le long d'une ligne de fiction qui est la sienne et que nous faisons nôtre parce que nous sommes conduits au plus près de son régime de vérité. Les enjeux narcissiques qui sont démontés au profit d'un récepteur-visiteur
qui reste acteur de son existence personnelle. Mais le plus intéressant est qu'au regard des photographies d'Hervé Guibert et dans le jeu de pistes auquel son visiteur est convié, tout ne lui soit pas donné. Ce dernier doit donc chercher ce qui se dérobe dans la latence d'une image fantôme qui dédouble le réel d'une vie peut-être hors d'atteinte, sauf à l'imaginer. Au fil de l'emboîtement photographique et de l'écriture, comme dans leur va-et-vient, ça rime peut-être ainsi, le revoir sans rancune d'une vie assumée en compagnie des images jusqu'à son seuil le plus ultime, précisément à ce moment où est souhaité, je cite, « rien qu'un appartement vide avec un bureau et un chien noir ». N'oublions pas cependant, et cela quand bien même Hervé Guibert voit la mise en abîme du livre se refermer sur lui, combien cet auteur avait la certitude de faire œuvre et a tenu à transmettre. Je pourrais imaginer, dit-il, que ce que j'ai pu faire de cette écriture, tant bien que mal, sera un jour assimilé par un autre corps favorable qui la portera plus loin. Par l'intermédiaire conjoint de la photographie, il semble qu'il ait réussi. Voilà.